Bravo! 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 Alors, comme on est dans le quartier historique et qu'on a l'avantage de bénéficier de la rue du trottoir et de certaines galeries de maisons, on va faire la petite présentation ici sur la galerie et ensuite on coupera le ruban traditionnel. Alors, sans plus tarder, M. Traversy, si vous avez un petit mot à nous adresser. Alors, Jean de Terrebonne, merci d'être présent en aussi grand nombre pour cette journée des Arts à la Trace, une initiative extraordinaire qui permet de mettre en valeur tout le cachet patrimonial du Vieux-Terrebonne, lieu qui, vous le savez, a eu un rôle à jouer lors de la Révolution et la rébellion des Patriotes au Québec dans les années 1800. Alors là-dessus, je vous remercie de votre présence. Nous avons des organisateurs qui se sont beaucoup donnés pour cet événement. Nous avons tout à l'heure un événement protocolaire vers 1h où nous allons avoir la chance de remettre un drapeau officiel à un des organisateurs de cette journée. Donc, je ne veux pas vous vendre de punch, mais vous allez donc pouvoir profiter de cette cérémonie plus traditionnelle dans quelques minutes. Simplement vous dire à quel point nous sommes contents de voir que les gens de Terrebonne restent fidèles à leur mémoire. La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Vous vous rappelez des Patriotes année après année. Il y a des gens ici à Terrebonne qui affichent leur drapeau. Ici au bureau du député fédéral, ici au bureau du député provincial, il y a des citoyens qui se promènent avec leur drapeau dans toutes les rues de Terrebonne lors de cette fin de semaine symbolique. Et je vois Marie-Josée Beaupré ainsi qu'André Fontaine, représentant du conseil municipal. Je profite de ce petit moment où je suis filmé pour vous lancer un défi, messieurs, dames. Toutes les villes de la circonscription de Richelieu hissent devant leur hôtel de ville pour la Journée nationale des Patriotes un drapeau. Toutes les villes de la circonscription de Verchères le font. La ville de Repentigny le fera demain. La ville de Mascouche l'a déjà fait. Alors, gens du conseil municipal, je vous lance un défi amical. L'année prochaine, c'est devant l'hôtel de ville que j'aimerais que vous nous donniez rendez-vous. La balle est dans votre camp et je vous souhaite à tous une bonne fin nationale des Patriotes. Merci. Quel étrange personnage! Michel? Excusez, je prends une petite gorgée d'eau parce qu'on parlait justement, merci Mathieu, effectivement, afficher ces couleurs en ces jours aussi importants que nous commémorons aujourd'hui, en l'occurrence l'histoire des Patriotes, c'est quand même pas rien. Quand on pense à l'histoire, laquelle découle les actes des rébellions de 1837-1838 qui sont en somme le socle, la fondation de ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis encore en politique aujourd'hui et j'ai réalisé les discours de Papineau, de Duplessis, de Jean Lesage et de nos politiciens contemporains. La question de ce qu'on appelait le Canada français, l'Amérique française n'est toujours pas résolue. Les discours de l'époque sont toujours actuels, mes amis. Donc, quand on pense aux familles, aux morts, aux pendaisons de nos valeureux patriotes, c'est un prix et un sacrifice important à payer qu'on doit se commémorer et qu'on doit se souvenir. Et je pense qu'en 2016, d'afficher nos couleurs, comme députés, comme conseil de ville, le fleur d'Élysée aussi. Chacun d'entre nous sommes des patriotes et je vous invite effectivement à placer bien haut l'étendard, que ce soit le fleur d'Élysée, en longueur d'année, mais particulièrement ceux des patriotes dans les jours de commémoration comme aujourd'hui. J'arrive justement de mon bureau de circonscription pour installer le mien, qui a été une aventure assez palpitante. C'est ce qui explique un petit peu la sueur, parce qu'il a fallu monter dans un escabeau. Bref, c'était assez rocambolesque. J'ai fait mon devoir de patriote à titre de citoyen et de député de Terrebonne aujourd'hui. Je vous invite à le faire. Important de se souvenir, parce que la liberté qu'on consomme aujourd'hui, malgré ses défauts, parce que rien n'est parfait en ce moment, on doit, en grande partie, à ces patriotes. Je vous invite tous et chacun, chaque jour, de continuer de poursuivre cette quête de liberté et de libération nationale. Je vous remercie. Sans plus tarder, Mme Beaupré, manifestez le désir de prendre la parole. Alors, distingués invités, membres du Conseil d'histoire de la région de Terrebonne, citoyens, citoyennes et surtout visiteurs, ça nous fait plaisir de vous recevoir à Terrebonne aujourd'hui. Alors, permettez-moi de
vous transmettre les salutations de M. Jean-Marc Robitaille qui ne pouvait être parmi nous cet après-midi. Bienvenue dans le Vieux-Terrebonne et dans le quartier qui fait la fierté de notre ville. Comme vous le savez, la ville de Terrebonne accorde une grande importance à la culture et met de l'avant différentes façons de vivre l'art. C'est dans cet esprit que nous sommes heureux de soutenir cette deuxième édition de l'événement Les Arts à la Trace, un événement unique et culturellement important. Je me fais la porte-parole de mes collègues du conseil municipal pour remercier la Société d'histoire de la région de Terrebonne pour cette initiative originale, ainsi que tous les artistes et les passionnés qui contribuent au succès de l'événement. Nous sommes assurés que vous ferez de belles découvertes en parcourant ce circuit rempli de splendeur artistique et historique de Terrebonne. Alors, je vous souhaite un bon circuit et une bonne fête des Patriotes. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup de ces présentations. M. Martel, vous avez un petit mot? Non, pas particulier. Oui, très court. Je veux tous vous remercier d'être là. C'est notre objectif à la Société d'histoire, non seulement de faire connaître le patrimoine, mais d'être auprès des gens. On veut que la population vive le quartier. Notre objectif, c'est qu'on puisse amener la population, les touristes, à visiter notre quartier, à être présent dans la rue, à s'approprier le quartier. Et c'est pour ça que si on développe non seulement une animation historique, mais aussi un pendant culturel plus large, c'est qu'on veut justement contribuer à faire de ce quartier du Vieux-Terrebonne véritablement un quartier culturel où l'histoire et la culture est au cœur de la vie et de l'identité du Vieux-Terrebonne. Alors, merci encore aux dignitaires d'être là. Merci aux citoyens également de nous appuyer et d'être si présents en si grand nombre. Alors, avant de couper le ruban et de procéder à la présentation du drapeau, j'aimerais juste souligner que les emplacements qui ont été choisis pour les scénettes de théâtre n'ont pas été choisis au hasard. Par exemple, ici, on a décidé de procéder à la présentation de la scénette sur les événements de 1839. Et ce n'est pas un hasard parce que nous sommes sur l'emplacement où résidait un des penseurs de la rébellion à Terrebonne, qui s'appelait François-Xavier Valade, qui était à la fois notaire, instituteur et grand patriote. Alors, l'avantage d'être dans ce quartier historique, c'est qu'on peut commémorer beaucoup d'événements avec le patrimoine bâti, et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a utilisé aussi l'arrière de la maison Jacob Holden sur la ruelle du Passant pour présenter les personnages. On a aussi le plateau de la maison Belle-Île qui à l'origine devrait s'appeler la maison Perra, Jacques Perra. Alors il y a une scénette qui commémore des événements de 1759. Alors vous avez ici les personnages qui sont dans une autre bulle, dans une autre époque, mais qui quand même participent à l'événement. Alors sans plus tarder, je vais demander à Mme Beaupré et aux autres dignitaires, on va procéder à la coupure du ruban. Merci, on y va. On go. 1, 2, 3. C'est une ciseau de gaucher. Alors! Je souligne la collaboration très précieuse de mon ami François-René Despentiers, qui est ici. Et aussi, je vais l'entretenir de sa bulle quelques instants, Laure Louchapelot, qui personnifie Mme de Ramsey, et qui sera bientôt au théâtre de la Maison Belle-Île. Alors, Monsieur Mathieu. Oui. Alors, gens de l'organisation, puisque nous avons à Terrebonne des patriotes convaincus, et parce que notre territoire terrebonnien a fait partie de l'histoire du Québec et continuera à le faire au cours des prochaines années, j'en suis sûr, je suis donc fier de remettre aux gens qui sont de votre organisation le drapeau officiel du Parti patriote qui, jadis, a déjà flotté ici même, donc dans la ville de Terrebonne et dans plusieurs régions du Québec, et où notre voix s'est fait entendre pendant de nombreuses années au Parlement. Il y a le chef du parti politique de l'époque, M. Louis-Joseph Papineau. C'est donc à vous que je le remets.
Alors servez-vous-en avec honneur et dignité. Merci beaucoup. Ça vaut la peine de se découvrir. Vivement l'indépendance. Merci. Les artilleurs du général James Wolfe bombardent Québec et est assiégé. Les Rangers de Scott et Gorham débarquent sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent en aval de Québec. Ils ont l'ordre de tout détruire sur leur passage, sauf les églises. Tous les hommes valides sont sous les drapeaux. Seuls les vieillards, les femmes et les enfants s'occupent des travaux des champs, sans chevaux ni bœufs de trait. Les récoltes de blé et de pois sont très mauvaises en ce temps-là. C'est ainsi que Mme Élisabeth de Renzé fait le point avec Jacques Perrat au manoir seigneurial de Terrebonne. Il y a beaucoup de tensions. Madame, vous m'avez fait demander? En effet, Monsieur Perrat. Monsieur de la Corne, mon mari, est indisposé depuis quelques jours. Et il s'inquiète beaucoup de vous, car vous l'avez laissé sans nouvelles. Veuillez rassurer, monseigneur. Il n'y a rien de grave ni d'insurmontable. Par contre, nous avons fort à faire avec les récoltes. Le blé à moudre ne rentre pas aussi rapidement que nous le souhaitions et ni en grande quantité. Et je crains, madame, de devoir vous annoncer que nous allons avoir une autre mauvaise récolte, comme les 2 années précédentes. Pourtant, Monsieur l'intendant Bigot n'a-t-il pas ordonné à tous les habitants d'approvisionner les moulins, et ce, en toute priorité? Pardonnez-moi, madame, là n'est pas la question. Personne ne cache son blé. Encore faudrait-il que la main-d'œuvre se retrouve dans les champs. Depuis la dernière levée de la milice, tous les hommes de la paroisse, aptes à porter les armes, ont dû rejoindre les troupes réglées de M. Bourlamaque. Et alors? Et alors, madame, il ne reste que les vieillards, les femmes et les enfants pour faire les récoltes, battre le grain, l'amener au moulin, et je passe sous silence notre manque chronique de chevaux et bœufs de trait. Les meilleurs ont été réquisitionnés par notre gouverneur, M. de Vaudreuil. Une partie du troupeau est déjà en route pour Québec et l'autre en direction de Montréal. Dans ce cas, Monsieur Perrat, n'aurait-il pas été plus sage d'en informer immédiatement mon mari? Il aurait pu intercéder auprès de Monsieur l'intendant afin qu'il intervienne et exempte la paroisse de la levée de milice et nous laisse plus de chevaux. C'eût été la moindre des précautions à prendre, Monsieur Perrat. Ne devez-vous pas approvisionner sans délai les magasins du roi? Je vous prie, madame. Rien ne sert de vous emporter ainsi. Je sais déjà que M. de Vaudreuil a ordonné à M. Bourlamaque de faire détacher une centaine d'hommes à Terrebonne par voie de terre. Il serait parti il y a 2 jours de l'île aux Noix par la rivière Chambly. Voilà qui nous rassure. Et ce n'est pas tout. M. Bourlamaque a également fait détacher 200 autres hommes additionnels du gouvernement de Québec pour Berthier et Terrebonne. D'ailleurs, M. de Lintou commande sur Terrebonne. Ne sont-ce pas de bonnes nouvelles, madame? Effectivement. Voilà qui est très bien. Mais où les logerez-vous? Les soldats du régiment de la Sarre arriveront sous peu et ils prendront leur quartier d'hiver chez nos habitants. Rassurez-vous, madame, nos habitants sauront s'accommoder et bien les recevoir. Soulagés enfin d'avoir du renfort. Ils se sentiront ainsi protégés. Veuillez conforter M. Delacorde. Il me fera un plaisir de lui transmettre un rapport complet dès qu'il sera sur pied. Et je vous prie, madame, de lui transmettre mes hommages. Je vous remercie, Monsieur Perrat.
Que Dieu vous protège. Que Dieu nous protège. Et vive le roi! Alors voici, c'est un épisode qui s'est réellement passé ici en 1759. Monsieur Jacques Perra habitait cette fameuse maison qui est à votre droite, qui a également servi d'approvisionnement et de caserne, parce que, comme vous l'avez compris, le régiment va venir s'établir à Terrebonne pour assurer notre protection. Et pourquoi? Terrebonne est à l'époque, 1759, le plus gros village au Québec, mais aussi les plus gros moulins du Québec qui approvisionnent en blé toute l'armée française. Alors, Terrebonne était stratégique dans la guerre. Si les Anglais mettaient la main sur Terrebonne, c'est tout l'approvisionnement qui est passé. Alors, on a donc été théoriquement une étape marquante, mais vous savez peut-être le reste de l'histoire. Quand les soldats anglais vont arriver en grand nombre à Montréal, Vaudreuil va capituler en 1760. Donc, pour nous, il n'y a pas eu donc de bataille ni à Montréal ni à Terrebonne, mais vous avez bien compris que nous avons changé d'allégeance pour passer de la couronne française à la couronne britannique à ce moment-là. Alors, voilà en gros la scène. Est-ce qu'il y a des questions? On est là pour ça. Gênez-vous pas. On peut écrire 4 livres là-dessus. Comment ils ont fait les fermiers pour loger chez les soldats? Alors exactement, on a, entre guillemets, demandé gentiment, c'est-à-dire presque réquisitionné tous les bâtiments, surtout dans le village, pour faire loger les soldats. Donc ça a servi de caserne, on sait. Il y a des témoignages qu'il y aurait eu quelques soldats ici, mais comme c'était surtout des magasins pour approvisionner la maison de M. Perra, alors vous pouvez imaginer des maisons tout autour, sur la rue Saint-Louis surtout. La plupart des maisons à l'époque, il n'y en a pas de ce côté-là, sont sur la rue Saint-Louis. OK, ça c'est après 1766, sur le bord de la rue Sainte-Marie. Donc, alors, les gens du village, et un peu même dans les rangs, dans Côte-Terrebonne, vont héberger. Alors, oui, on a eu de la protection, mais... Vous l'avez dit, Terrebonne était le plus gros village, oui. mais pas comparé à Montréal. Montréal était la deuxième plus grande ville. Donc, si je fais un ordre, c'est Québec à l'époque, Montréal en deuxième. Trois-Rivières est important, mais physiquement, le village de Terrebonne est aussi gros que Trois-Rivières. Oui. Évidemment, quand je dis aussi gros, là, on a la rue ici, le petit bout de la rue Saint-Pierre, la rue des Braves et la rue Saint-Louis, entre à peu près la rue Saint-Paul et ici. Il y avait un quai en quelque part? Il y a eu des quais à l'époque, mais là, un petit peu plus tard, on connaît l'emplacement du quai à peu près où est le pont. Ah, ben, Oui, parce qu'il y a eu un chantier naval quelques années après ça. Pas à l'époque qu'on vous parle, mais un petit peu plus tard, il y a eu même un chantier naval. Merci beaucoup. En 1805, le marchand et avocat Jacob Oldham fait construire cette maison de pierre sur la rue Saint-Louis, dont nous voyons l'arrière. C'est un membre de la société Mackenzie Oldham qui exploite les moulins et qui fait de bonnes affaires. On est dans la période des guerres napoléoniennes et les moulins de Terrebonne approvisionnent en farine et en bois l'Angleterre qui est aux prises avec Napoléon. Les affaires vont tellement bien qu'en 1807, la compagnie fait construire de nouveaux moulins à l'entrée de l'île aujourd'hui. Et ces moulins, en 1811, par accident, vont complètement passer au feu. Alors on retrouve Jacob Oldham et son épouse Madeleine Campion qui se désolent justement de la perte des moulins. Alors, Jacob, dites-moi, qu'en est-il des moulins? Est-ce aussi grave qu'on l'a dit hier? Écoutez, je rentre directement de chez le notaire Séguin en bas. Henry a déjà réussi à réunir 7 témoins de l'incendie. Il a réuni le notaire Turgeon et son neveu Michel, le curé Varin, le docteur Fraser, le maçon Auger, ainsi que les négociants Thomas Porteus et Ignace Robitaille. C'est une assemblée de notables vraiment très respectés.
Mais dites-moi, Jacob, pourquoi tant d'empressement? Henry Mackenzie n'a pourtant pas l'habitude de précipiter les affaires. Et ils ont même signé un affidavit attestant qu'il était tout à fait impossible de contrôler les flammes et de sauver les moulins. Et ce, malgré les efforts des citoyens accourus pour péter main forte. C'était donc si terrible? Il s'en est fallu de peu pour que les flammes se répandent aux autres bâtiments. Une grande partie du village était menacée. Mais heureusement, il n'y avait pas de vent. Mais dites-moi, mon ami, pourquoi Henry était-il si pressé d'assembler tant de notables chez le notaire Séguin? Oh oui, désolé de ne pas avoir répondu à votre question, cher. Vous êtes tout excusé, mon ami. Donc, souvenez-vous, quand la Grande Compagnie a signé le bail de location des moulins en 1804, et ce pour une durée de 12 ans, la veuve de Simon McTavish a accepté d'inclure une clause de remboursement des investissements faits par la Grande Compagnie à Terrebonne. Henry veut donc s'assurer d'avoir des témoignages irréfutables et crédibles attestant la perte totale des moulins malgré nos efforts, et ainsi forcer Marguerite Chaboyer à rembourser les sommes encourues sans contestation. Mais vaudra-t-il vraiment la peine de tout reconstruire? Les dernières nouvelles venues d'Europe, rapportées par la Gazette de Québec, sont inquiétantes. Bonaparte s'apprêterait à envahir le Portugal. Je suis très pessimiste quant aux chances de victoire des Anglais et de leurs alliés européens. Mais ne soyez pas si pessimiste, ma chère. Napoléon a déjà commencé à assouplir son blocus. Il a même ouvert quelques ports de France aux navires américains, et l'Angleterre devra donc redoubler d'efforts. Puisqu'elle est toujours coupée des autres ports européens, elle pourra donc acheter plus de farine et de bois de ses colonies, et nous devrons donc reconstruire les moulins pour répondre à la commande de nos alliés de Londres et de Liverpool. Et je suppose qu'Henry et Roderick ont déjà ébauché des plans dans ce but? Même mieux, Henry s'est déjà assuré des services du maçon Auger et du constructeur de moulins Joubert. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Ils pourront donc établir des devis et estimer les coûts de reconstruction. Je leur fais entièrement confiance. Il est bien qu'il en soit ainsi. Vous êtes déjà fort préoccupé avec le procès intenté par vos cousins Jordan au marchand Lacroix. Et il faut dire qu'Henry fait toujours bien les choses. Quelle année ta maison? 1805. Jacob Holden n'a pas payé la maison, la construction. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a engagé un maçon, Joseph Auger, et en échange de la terre qui était juste de l'autre côté de la rue Saint-Louis, qui s'étendait jusqu'au coteau, donne la terre à Joseph Auger, en échange de quoi Joseph Auger s'engage à construire cette maison-là. Cette maison-là, selon le devis, devait ressembler en tout point au grand magasin de la compagnie qui était à l'emplacement du Château Masson aujourd'hui, le Collège Saint-Sacrement. Alors, sur cet emplacement-là, il y avait une maison semblable 2 étages qui servait de magasin. Et à l'époque, quand on parle de magasin, on parle davantage d'un entrepôt que d'une boutique où les gens vont... Alors, on entreposait toutes sortes de marchandises qui étaient distribuées à différents marchands de la région. Et ça, c'était sa résidence. Il va la léguer à son gendre et son gendre va devenir... je ne sais pas, agent des postes, et ça va être un bureau de poste jusque dans les années 1890. C'est M. Holden qui était propriétaire, puis c'est Auger qui l'a construit en échange de la terre en mer. La ruelle ici a été construite, on ne sait pas vers quelle année, mais on suppose que c'était d'abord un sentier de charrette pour venir au magasin ici, parce que la partie du bas, c'était un magasin. Mais comme c'est plutôt madame qui s'occupait du magasin, parce que monsieur était souvent été député, il était souvent à Québec. Il est décédé très jeune aussi à Québec en fonction. C'est un peu l'histoire du petit coin. T'as croire que tu écris pour rien? C'est bien dur de pas savoir ce qui se passe à la maison, ni d'avoir de ses nouvelles, ni de savoir si tout est à son goût. Bien dur de pas avoir des nouvelles de la boutique, des hommes de la cour, du battage du grain, de la vente du fourrage. Fais-toi-en pas, Rochon, compte-toi chanceux. Ta femme, ton père, ta mère,
tes frères sont en prison avec toi. Quand c'est pas toi qui as des nouvelles, ben, il y en a un qui en a. Moi, de mon bord, j'ai personne. Pas de famille qui vient me voir. J'ai pas d'autres amis à l'extérieur. Oui, à être seul. Malheureuse prison. J'ai demandé à ma femme de nous apporter un peu de beurre, de la graisse, puis un peu de fève. On pourrait s'arranger, mais elle vient pas. Il y a 2 mois, j'ai dit de faire attention. Si la glace est mauvaise, passe par le pont de Terrebonne, puis le pont La Chapelle. J'ai même dit de prendre la petite charrette, de la faire graisser. Mais ma Marie-Reine, elle vient pas. Oh. J'ai demandé à M. Masson par 2 fois. Il va me prêter de l'argent. Pas gros, là. Une fois 2 piastres, l'autre fois 3. Tu sais comme moi, un Rochon, quand on a personne de l'extérieur qui nous apporte de quoi, il faut se contenter de ce qu'ils ont, hein? Du pain pis de l'eau. Pis ça, encore là. Et quand ils en ont. Moi et tout, j'y ai écrit. Pour différentes choses. J'ai demandé à M. Masson d'avoir la bonté de faire payer à ma femme certaines quantités de charbon qu'elle a vendues à M. Monday. Figure-toi donc qu'il a profité de sa faiblesse puis de son malheur pour acheter le charbon à bas prix. Ouais. Non seulement ça, après avoir fait enlever tout le charbon, il a refusé de la payer. Ouais. Il a donné comme raison qu'elle n'avait pas le droit de le vendre. Alors pourquoi l'avoir tourmenté pour l'acheter si c'était pas pour abuser d'elle? Non, j'ai demandé à M. Masson de nous faire libérer. À 1h de l'après-midi, le 26 septembre 1839, sur 86 condamnés à l'exil, 58 sont interpellés. Nous sommes appelés Charles-Guillaume Bouc, Édouard Pascal Rochon. Enchaînés, menottés 2 à 2, on nous a fait sortir dans la cour, devant nos parents et amis, invités à la dernière minute, conduits jusqu'à Québec, fait monter sur le British America, transbordé sur le quai, et transbordé immédiatement sur le Buffalo. Nous arrivons à Sydney le 24 janvier 1840, après 120 jours en mer. S'il y a des questions parmi vous, je suis ici disponible. Venez me voir, ouvrez la main. Je me fais plaisir à répondre. Il fait froid, le 1er décembre 1922. Le feu prend à la manufacture Limoges. Qui est située, pas la salaison. Les autres, ils faisaient des portes et des fenêtres. Ils étaient situés au bout de la rue Sainte-Marie, derrière le théâtre actuel, collé sur la rivière. OK? Il était là. Le feu est parti là. Tout près de l'hôtel de ville, qui a brûlé elle aussi, là, c'est le nouvel hôtel de ville. Alors, le 1er décembre 1922, un grand feu qui part de là. Les vents sont tellement forts que le feu se propage rapidement d'une maison de bois à l'autre. Et les pompiers qui viennent pour aider... ça, je vais vous le compter à la fin. En tout cas, ça n'a pas bien été. Le vent était très, très fort. Le feu a emporté la moitié du village, c'est-à-dire tout le vieux Terrebonne existant de l'époque. À partir de la rue Sainte-Marie jusqu'à la rue Chapelot, jusqu'à la rue Saint-Pierre ici, et jusqu'au bord de la rivière des Mélides. Tout ce quadrilatère-là a passé au feu, c'est 150 familles, 130 maisons, alors c'est un désastre total. Ça se passe le 1er décembre 1922. Au printemps 1923, on va dire, 2 personnes qui ont vécu le feu de façon différente, une qui a tout perdu, et l'autre qui a sauvé sa maison, son magasin, était là. Et là, il se retrouve au printemps pour parler de cet événement-là. Il s'agit de Mme Alexina Jacques, qui est la femme de Salomon Jacques, qui avait sa ferronnerie au coin de Sainte-Marie et Saint-Pierre, aujourd'hui le McTavish. Et Mme Rochette, de son prénom Florida. Il faisait chaud le soir de 1922, j'ai commencé à penser à Floride. Alors, Florida Rochette,
la femme du docteur Rochette, qui tenait entre autres un cabinet et une pharmacie au coin de Saint-André et Saint-Pierre. Alors, Mme Rochette, elle a tout perdu. Alors, je vous laisse dans l'intimité avec ces gens-là. Ça dure quelques minutes, puis après, si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Approchez-vous sur le trottoir. Les autos passent, il ne faut pas cacher la caméra. À part de ça, ça va. T'es bien chanceuse, Alexina, que ta maison y est pas passée. C'était bien proche, hein? Non. Quand je pense que l'hôtel central avait commencé à brûler, ils l'ont sauvé juste à temps, sinon tu y passais toi aussi. Oui. Ma pauvre Florida, t'es vraiment pas chanceuse. T'as tout perdu. Il te reste-tu quelque chose, finalement? Non. Rien en tout. La maison, la pharmacie, le cabinet de David, tous ces instruments médicaux. Il ne reste plus rien. Ce qu'on avait sur le dos, puis du linge de corps que j'ai mis d'une petite valise là, pour les enfants. Ah. T'es-tu trouvé une place pour dormir en attendant? Puis est-ce que tes enfants sont en sécurité? Oui. On est allé chez le secrétaire de la ville, là, le notaire Angis Beaupré. Je suis rendue avec les enfants, là. Comme David me l'a demandé avant de partir. Mais David, il était pas avec vous autres? Mais non, tu le connais. Quand il a vu là, que le bas du village était pour y passer, ben, il est parti rapidement. Il voulait aller rassurer ses patients. Mais se rassurer, il a réussi à mettre la vieille Augustine Allary là, en sécurité. Là. Une vieille en tête. Ben oui, 80 ans, plus capable de marcher. Salomon et maman dit qu'elle voulait pas quitter sa maison. Tu sais pas ce qu'elle a fait? Non. Elle a accepté de quitter à une seule condition. Laquelle? Qu'on fixe la statue de la Sainte Vierge au seuil de sa porte. Elle voulait protéger sa maison. Mais tu sais pas quoi? Non. La statue est encore là, puis la maison est debout. Tu te souviens, Alexina, de la grosse maison de pierre à côté? Oui. Ben, il a passé. Mais pas sa petite maison de bois. Hey, je te crée pas. Je suis vraiment Ce que je dis, l'important, là, c'est qu'il n'y a pas de mort et qu'il n'y a pas de blessés graves. Oui. Mais apparemment, il y a plein de monde à la réfectoire du Collège Saint-Louis. Les clercs de Saint-Viateur ont ouvert leurs portes pour offrir le thé, des soupes, du café. Ils ont même trouvé quelques couvertures de leurs pensionnaires pour offrir aux rescapés. Il faisait fête, là. Il y a du monde là, au presbytère puis dans le juvénat des Pères du Saint-Sacrement. Ils ont toutes vu dans le coupole du Château-Maçon. Le maire Labelle, il me dit qu'il y avait 150 familles dans la rue. Il ne reste plus rien dans le bas du village. Qui aurait cru que le feu pogné à de chez Joe Limoges, là, que ça aurait tout détruit le bas du village? Qui aurait cru ça? Faut dire qu'il vantait écorner un bœuf. Il n'y a pas juste ça. Ça a l'air qu'il n'y avait même pas de pression d'eau. La marée n'a pas marché. Le maire Labelle, il est obligé d'appeler des secours. C'est les pompiers de Montréal puis de Trois-Rivières qui sont venus. Quand ils sont arrivés, là, ils ont mis les pompes dans l'église puis là, ils ont pris le contrôle. Ah, ben moi, je dis là, que c'est la dynamite qui a tout arrêté. Parce que quand le chef Doyle a fait sauter la maison de Napoléon Gauvreau, tu sais, l'autre bord de la rue, là, ben ça a fait sauver le magasin Deschambault, l'hôtel central, puis la ferronnerie de Marthe de Salomon. Et lui, il a eu bien peur, hein? Ça prenait du front tout autour de la tête pour faire ça, parce que personne ne croyait cette idée-là. Hey, quand je passe, là, 130 bâtisses qui ont été rasées. Il y a quelqu'un qui revenait du collège un matin, là. Il dit qu'on voit la globe chou depuis la grande galerie du collège Saint-Louis. Il n'y a plus rien. Ah, c'est bien décourageant. Ah. Penses-tu qu'on va être capable de reconstruire Florida? On n'a pas le choix. On va-tu se dégourdir les jambes un peu? Ah oui, on va aller aux nouvelles.
comme Florida et Alexina l'ont dit, à un moment donné, ils ont dit que la marine ne fonctionnait pas. La marine, vous savez, c'est quoi la marine? C'était une espèce d'endroit qu'on appelait ça comme ça. C'était l'endroit où il y avait une pompe à vapeur qui faisait monter l'eau de la rivière dans le système d'Aqueduc, la ville. La marine ne fonctionnait pas. À cette période-là, par hasard, la marine, il y avait quelqu'un qui travaillait dessus pour la réparer parce qu'elle ne fonctionnait pas bien. Fait que quand ils sont allés pour la partir, le feu était juste à côté de la marine. La manufacture du Limoges était juste à côté. Alors le feu s'est propagé rapidement et la marine a passé au feu aussi. Mais en plus, les pompiers qui sont arrivés, les pompiers de Terrebonne qui sont arrivés pour éteindre le feu, sont installés. Vous savez, à l'époque, 1922, l'eau dans l'aqueduc est alimentée par un réservoir qui est situé sur le coteau. Fait que c'est par gravité que l'eau arrive dans le quartier. Et là, on ouvre les bonnes fontaines pour mettre les boyaux pour faire éteindre le feu. Puis là, le feu est tellement fort qu'il vient flatter les pompiers. Les pompiers reculent. Les boyaux qui étaient pas ont pris feu. Alors là, les boyaux sont là, les bonnes fontaines sont ouvertes, l'eau du bassin s'écoule, la pression de l'eau descend. C'est pour ça qu'on en parle, la pression de l'eau. Fait qu'imaginez, la marine ne fonctionne pas. On n'a plus de boyaux. Alors, on appelle les autres pompiers. Alors, des pompiers qui sont venus de Sainte-Rose, de Sainte-Thérèse, mais les gros pompiers sont venus de Montréal et de Trois-Rivières. Ceux de Montréal, ils n'ont pas été capables de s'en venir assez rapidement parce qu'imaginez-vous, le feu est pris à la grandeur du bas de la ville. Là, on part de Sainte-Marie, on s'en va jusqu'à Chapelot, tout le long de la rue Saint-Pierre, jusqu'à la rivière des Ménides. Tout ça brûlé. Le feu que ça faisait a fait que sur la montée Masson, les gens de Laval, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, ils sont tous avancés vers Terrebonne, puis là, ils ont bloqué le chemin sans le vouloir, ils ont bloqué le chemin. Fait que quand les pompiers de Montréal sont arrivés, ils ne pouvaient pas passer. Ils ont fait le tour par l'île, par la pointe de l'île, pour venir passer par Lachenay pour s'en venir à Terrebonne. Imaginez-vous. Un drame incroyable. Alors, merci beaucoup, mesdames, de nous avoir fait part un peu de votre... Vous savez qu'il y a d'autres plateaux avec des scénettes historiques à d'autres endroits dans le quartier. C'est d'autres époques, alors elles n'existaient pas, c'était toutes les heures et quart. Tu sais, quand t'es pas encore assez vieux pour prendre conscience que t'es au monde, qu'il y a quelque chose à faire avec toi et qu'il y a toute une vie qui t'invite à la vivre et à la vivre pleinement, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand tu réalises que ça irait bien mieux marcher sur tes deux jambes plutôt que de traîner sur tes genoux, c'est bien plus facile si t'es capable de parler pour te faire comprendre. T'aurais beau pleurer toutes les larmes de ton corps, crier jusqu'à en réveiller les morts, que ça changerait rien, que ça prend rien que juste rien de l'air, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est là que je te dis, hey toi, ça prend du temps. Quand tu commences à te faire une idée sur le bien puis le mal, que ton opinion est faite sur les bonbons rouges puis les biscuits feuilles d'érable. Quand tu es persuadé que la compagnie créole, ben c'est le groupe le plus in sur la planète, ben ça mon vieux, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est là que je te dis, hey toi,
commences à chialer sur tout puis sur rien, que tout devient flou dans ta tête à cause de la boucane qui voyage entre tes deux oreilles. Quand tout ce qui était in hier devient out, que ton père te fait de l'ombre, que ta mère c'est plus ta blonde, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est là que je te dis, hey toi, ça prend du temps. Lulu, on chante. Hey toi, ça prend du temps. Oh! Hey toi, ça prend du temps. Oui, bon! Et là, sur ce fameux coin de rue, sur la terrasse de l'impression, cette journée-là, alors que j'écrivais ma chanson, quand tu réalises que le gars assis à table en face de toi, ben c'est une fille. Que du coup, tu te mets d'accord sur le fait de ne pas avoir encore de barbe relève de la picatille. Que t'aurais beau porter un habit, une cravate, puis marcher droit, que ça fera pas nécessairement de toi un homme droit. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est là que je te dis, hey toi! Ça prend du temps. Oh bleu! Hey toi! Ça prend du temps. C'est là que je te dis, aide-toi, aide-toi. Parce que ça prend du temps. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Je défile, je reste ainsi immobile dans cette nuit incessante. L'eau salée sur mon visage, je vive et je tourne la page, mais encore aéré à cette demander. Si un jour à nouveau je pourrais rentrer, mais j'avance sans bruit. J'ai assez perdu de temps, j'aurais pu me construire un chalet dans le nord, mais je suis resté à me demander comment. J'ai assez gagné d'argent, j'aurais pu me bâtir un igloo en or, mais je suis resté à me demander comment. Trop vu de jours entiers me passer d'en face. J'ai tellement veillé longtemps en attendant que tu passes la porte, ronger mon frein pour pas que tu ressortes. J'ai tellement souhaité que la vie soit plus clémente et qu'elle m'en Et que sous nos peaux, la fleur se couche doucement. Oh, excusez, monsieur.
Les horloges qu'on avait furent les clochers des églises. À mesure qu'on marchait, on délaissait nos valises. On délaissait nos valises. Il faisait chaud malgré novembre. Faisait chaud. Faisait chaud malgré novembre. Faisait chaud. L'art à la rue, oh l'art à la rue. L'art à la rue, oh l'art à la rue. À force d'avancer sur la route, je lâche mes bagages. À force d'avancer sans le doute. Tu portes toute notre histoire. Tu nous fais garder la mémoire. Tes couleurs portées par le vent ont traversé les océans. Sans toi nous serions disparus. Une vieille histoire d'un monde perdu. Tu as traversé les courants. Nous te conjuguons au présent. Te parler, c'est se tenir debout. Dire ton nom par-dessus tout. Comme un énorme cri du cœur. Pour que demain jamais tu ne meurs. Et l'on t'appelle la langue belle. Dans nos chansons, dans nos poèmes. Ma toute belle, ma langue belle. Cette chanson comme un je t'aime. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. T'ayez un bel tout pingouin, l'autre joue moins contre choucoun. L'issou il est li ouais moins du ciel à la belle moon, moins du ciel à la belle moon. Li dit mou trouver sa chair. Tis oiseaux n'en bois qui tape écouter. Tis oiseaux non bois qui tape écouter. Les moins songes ça moins gagne la peine. Qu'à des pigeons ça des pieds moins enchaîne. Les moins songes ça moins gagne la peine. Des pieds moins enchaîne. Choukoun c'est un marabout. J'ai l'éclairé couchant d'elle. Li gagne t'es debout. Assis choukoun t'es fidèle. Assis choukoun t'es fidèle. Nous restons causé longtemps. Tis oiseaux n'en bois qui tape écouter. Tis oiseaux n'en bois qui tape écouter. Les moins songes ça moins gagne la peine. Qu'à des pigeons ça des pieds moins enchaîne. Les moins songes ça moins gagne la peine. Des pieds moins enchaîne. Dix oiseaux n'en bois qui tape écouter. Dix oiseaux n'en bois qui tape écouter. Les moins songes ça moins gagne la peine. Qu'à des pigeons ça des pieds moins enchaîne. Les moins songes ça moins gagne la peine. Des pieds moins enchaîne.